En manchette aujourd'hui, une édition toute culturelle en ce 7 juillet. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Et oui, aujourd'hui, ça sera une édition, comment on pourrait dire, mur à mur au niveau de la culture dans la région ou qui touche la région. On débute tout d'abord au début de l'été. La municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey, a officialisé une entente avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, entente qui lui a permis de recevoir une bonification budgétaire de 951 666 $ en subvention provenant du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. On parle du PSMMPI, donc le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Donc, le PSMMPI donne l'occasion à des propriétaires de bâtiments privés et à des municipalités propriétaires de bâtiments dont la valeur patrimoniale est reconnue comme forte, supérieure ou exceptionnelle dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautrey, de bénéficier de subventions pour des travaux de restauration et de préservation, ainsi que pour certaines autres interventions. Pour le territoire de la MRC de Dautrey, les municipalités de Lanoraie, Mandeville et Sainte-Élisabeth participent au volet du programme pour les bâtiments privés. Les propriétaires concernés ont reçu une lettre les informant de leur admissibilité. Du côté des bâtiments municipaux, la municipalité de Saint-Didas prévoit des travaux pour son presbytère qui loge sa bibliothèque, alors que la municipalité de Saint-Norbert procédera à la réfection de la peinture du toit de son église. La ville de Leveltry, qui tire parti du PSMMPI pour le bâtiment accueillant la Maison des Contes et Légendes, se voit également appuyée pour l'exécution de travaux sur son église. Pour connaître tous les détails du PSMMPI, les personnes intéressées peuvent communiquer avec l'agente de sensibilisation du patrimoine bâti de la MRC par téléphone. On compose alors le 450-836-7007, 450-836-7007. On demande le poste 2525. On peut aussi par courrier électronique à l'adresse suivante: culture@mrcautrey.qc.ca. Elles peuvent aussi, ces gens, se rendre sur le site Internet de Culture et Patrimoine Dautrey au https://culturepatrimoine-autrey.ca/patrimoine-immobilier. Tous les détails vous seront communiqués sur ces sites. Donc, on poursuit notre bulletin à volet saveur culturelle. L'orchestre de la francophonie a repris ses activités pour l'année en cours, donc pour 2022. CTRB a rencontré Jean-Philippe Tremblay, son directeur artistique et pédagogique, donc le directeur artistique et pédagogique de cet orchestre, qui évidemment évolue à partir de Montréal, mais qui touche l'ensemble du Québec. Et M. Tremblay nous parle du retour des activités de cet orchestre. On écoute et on regarde l'entrevue. Je suis en compagnie de M. Jean-Philippe Tremblay, qui est le directeur artistique et pédagogique de l'Orchestre de la francophonie. Bonjour monsieur, bienvenue nous recevoir ce matin. Vous êtes justement en pleine, on pourrait dire, résidence, hein, c'est bien ça. C'est commencé depuis quelques jours, cette résidence de l'Orchestre de la francophonie. Absolument, on a accueilli les musiciens lundi matin, puis c'est un retour en présentiel parce qu'on était en mode digital en ligne les 2 dernières années, donc c'était très intéressant de pouvoir enfin se réunir ensemble puis d'être dans la même pièce pour faire de la musique. Oui, c'est ça.
L'Orchestre de la francophonie, vous me disiez, est à l'origine suite au Jeu de la francophonie qui a eu lieu il y a quelques années. Vous avez été le directeur, j'imagine, artistique lors de cet événement-là. Et par la suite, ça a été prolongé. Votre mandat ou votre mission a été par la suite prolongé, on pourrait dire, depuis quelques années. C'est bien ça? Absolument. C'est né en 2001 au Jeu de la francophonie. Puis rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin chez les jeunes musiciens là, qui terminaient l'université ou le conservatoire de vivre une expérience qui les mettait assez proches du milieu professionnel. Le rythme de travail, le nombre de concerts, le répertoire, tout ça. Fait que c'est vraiment devenu une académie orchestrale qui est là maintenant depuis 21 saisons. OK. Il y a plusieurs pays qui sont représentés. De quelle façon les jeunes sont choisis, là, parce qu'il doit y avoir des critères tant au niveau de l'âge et on pourrait dire du niveau artistique? Absolument. Nous, on vise la clientèle vraiment entre 18 et 30 ans. C'est des jeunes qui viennent un peu partout dans le monde. On a un effort particulier vers les pays de la francophonie quand on fait le recrutement, mais tout le monde est invité à auditionner. Les jeunes envoient une vidéo qu'on regarde avec les membres du jury puis qu'on évalue. Et puis, ça se fait à peu près janvier-février. Puis, début mars, on invite les candidats qu'on a retenus. Donc, il y a quelques centaines d'auditions à chaque année. Puis, on a choisi, dépendant des saisons, là, entre une trentaine ou aller jusqu'à 100 certaines saisons. C'est des jeunes qui viennent vraiment là, de tous les quatre coins du monde. OK. Et vous les identifiez en disant les jeunes ont du potentiel. C'est déjà des artistes qui vont être connus, qu'éventuellement on va retrouver sur les scènes internationales par la suite? Absolument. C'est des jeunes qui sont en fin d'études, soit à l'université ou au conservatoire, puis qui sont presque prêts à mettre un pied dans le monde du travail. Donc, on les attrape à ce moment-là pour leur donner un petit peu une formation qui est plus, je dirais, pré-professionnelle, qui est axée vraiment sur qu'est-ce qu'ils vont vivre dans le monde qui les attend, dans le nombre de répétitions qui est moindre, plus de répertoire, plus de concerts, les tournées, tout ça. C'est un peu le mode de vie qu'on essaie de leur inculper. Et il y a l'aspect social aussi, hein, que vous tenez à, on pourrait dire, pas à implanter, mais à donner à ces jeunes musiciens-là. Là. Cette fois-ci, vous allez sur le docteur Julien, aller faire des ateliers de musicothérapie, de faire intégrer, de présenter pour, on pourrait dire, je veux dire un monde meilleur, là, mais c'est pas dit de façon péjorative, c'est d'intégrer la musique justement à une meilleure qualité de vie. Absolument, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis plus de 10 ans maintenant, c'est-à-dire de sensibiliser nos jeunes à redonner un petit peu à leur communauté, à leur environnement. Et puis, un des aspects qu'on a développé, c'était la collaboration avec le Garage de musique du Dr Julien. Puis, nos jeunes passent un petit peu de temps avec les jeunes musiciens du garage. Ça peut être aussi informel que juste aller manger avec eux, parler de musique, tout ça. Mais après ça, il y a un petit côté aussi mentorat. Et puis, ça se termine habituellement avec des petits concerts là, qui sont partagés entre les deux cohortes. Puis c'est très formateur pour les deux côtés. Puis nos jeunes chez nous apprécient ça chaque année aussi. Moi, c'est ça. Comment c'est reçu par les jeunes? Parce que, tu sais, je veux dire, pour avoir été musicienne moi-même, il y a une question un peu, je ne dirais pas d'élitisme, mais vous comprenez que je veux dire, la musique classique est souvent perçue comme de la musique moins accessible, où on est quand même une tranche de la société qui participe à des choses un petit peu différentes. Et comment c'est perçu le fait d'aller justement au garage de musique, des choses comme ça? C'est toujours très bien, non seulement accepté, mais c'est aussi aimé par nos musiciens. Puis c'est ceux qui reviennent et qui l'ont déjà vécu une fois, ils pensent déjà qu'ils ont le goût de reparticiper à tout ça. Ils en sortent grandis, puis c'est sûr qu'au début, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre parce que c'est pas quelque chose qui est habituel dans une formation de musicien. Mais c'est vraiment une belle expérience à vivre. Parce que les musiciens d'orchestre vont peut-être faire de l'orchestre, mais peut-être qu'ils vont choisir aussi d'aller enseigner, qu'ils vont peut-être choisir de devenir des acteurs de changement social aussi, puis la musique leur a quand même donné une belle porte d'entrée, mais nous, c'est vraiment pour les sensibiliser là, à redonner autour de nous, puis à s'impliquer. Vous leur enseignez aussi à prendre soin d'eux. Hein? Il y a une partie aussi, je veux dire, je ne veux pas dire le mot bien-être, mais de faire comprendre que tu as certaines limites aussi en tant que musicien. Et à un moment donné, il faut écouter son corps, il faut écouter qu'est-ce qu'on ressent pour pouvoir être un bon musicien aussi. Là. Absolument, c'est un autre côté un petit peu extra-musical, mais qui est vraiment important et qui est souvent peu touché dans les écoles, les universités et les conservatoires. Donc, on a les deux côtés de l'équation. On a le Dr. Chung qui vient depuis plusieurs étés leur parler du corps, du côté physique, les muscles,
d'intensité, comment bien se préparer, un peu ce que les sportifs ont dans leur ADN dès qu'ils commencent à s'entraîner, tout ça. Mais du côté musical, on y pense un petit peu moins, mais c'est des athlètes aussi. Quelqu'un qui passe 6 heures par jour sur un instrument, c'est vraiment important au niveau squelettique, musculaire. Et puis, on a le pendant psychologique aussi. On a des différents intervenants qui viennent leur parler un petit peu de l'anxiété de performance ou de la préparation mentale aux auditions. Par exemple, si un jeune a 4-5 auditions, puis il n'a pas gagné les 3 premières, il en reste 2, comment est-ce qu'on se remet dans le mode pour bien performer, tout ça. Fait que c'est important de toucher les deux côtés. Puis à chaque été, on essaie de leur donner un petit peu un genre d'enveloppe globale pour leur bien-être. Non, c'est très, très bien. Je vous félicite parce que c'est souvent des choses qu'on ne pense pas, puis quand vous faites une comparaison avec un artiste, avec un athlète, je pense que c'est important, oui, parce qu'on est des athlètes quand on est musicien professionnel et on est souvent isolé, là. Tu es chez vous, tu pratiques, mais après ça, quand tu viens faire, comme tu vous disais, un petit peu de la compétition, les choses, c'est vraiment, non, c'est vraiment très, très bien. Je vous félicite. Donc, l'Orchestre de la francophonie, vous faites comme on dit, des résidences dans le fond. Par la suite, il y a aussi des classes de maîtres et il va y avoir des concerts qui vont être présentés dans les prochaines semaines à Montréal. C'est bien ça? Absolument. Cette année, on est en mode un petit peu plus petit là, parce que c'était un premier retour en présentiel, puis on a eu un petit peu de difficultés avec les musiciens internationaux qui ont eu des retards dans les traitements des visas, tout ça, un peu comme les passeports qu'on entend partout dans les nouvelles. Donc, ça nous a forcé un petit peu à repenser, mais on a pensé à leur offrir un été avec des groupes de musique de chambre qui sont assez gros quand même, là, entre quatuor à cordes, mais jusqu'à une vingtaine de personnes. Et puis, on va présenter 4 concerts à Montréal, 2 aux Jeunesses musicales à la salle Joseph-Rouleau sur Mont-Royal, et puis 2 dans une superbe église, l'église Saint-Andrews and Saint-Paul sur la rue Sherbrooke-Ouest, pour les groupes de musique de chambre un petit peu plus nombreux. Et puis du répertoire qui va de la période classique, Beethoven, Mozart, on va passer au romantisme, Brahms, Schumann, Wagner, et puis on a quelques créations de jeunes compositeurs contemporains. Et puis, on a aussi cette année 4 pièces de compositeurs issus des Premières Nations au Canada. C'est vraiment la musique de chambre qui est hyper intéressante, très, très éclectique. Puis, ça va être un beau mélange de tout ça ensemble. C'est 4 concerts qui sont non seulement agréables pour nos jeunes, mais je pense qu'ils vont être bons pour le public aussi. Donc, on est en train de parler de l'édition de cet été, mais j'imagine que dès septembre-octobre, vous allez déjà repenser à la prochaine édition, parce que si vous me parlez d'audition, de stage, vous avez quand même prévu une longue vie à cet orchestre de la francophonie, c'est bien ça? Absolument. On est toujours en préparation 2 ou 3 ans en amont aussi, parce que c'est ce qui se passe dans le milieu de la musique puis de l'orchestre. On est toujours quelques années en avant. Donc on a déjà nos idées d'arrêter. Puis c'est certain que l'été prochain, on aura un retour de l'orchestre complet avec la tournée et tout. Et puis on a très hâte de retrouver ça aussi. Mais en tout cas, du moins cette année où les jeunes ont la chance d'être ensemble puis de la musique par Zoom, c'est pas de la musique de chant et d'orchestre par Zoom, c'est pas toujours facile. Puis, je pense qu'éventuellement, ça peut créer, si vous êtes d'accord avec moi, des liens entre divers musiciens qui peut-être éventuellement seront des confrères ou des interprètes qui vont se côtoyer après ça sur la scène internationale partout dans le monde, avec des contacts. C'est toujours, je pense, important au niveau de la musique, comme dans tout, mais au niveau musicien, c'est important d'avoir créé des contacts, des liens avec différentes personnes pour par la suite peut-être pouvoir exploiter ces liens-là pour éventuellement une carrière future. Je pense que c'est une très belle initiative qui a été faite depuis quelques années. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. On va vous suivre et l'an prochain, on parlera de vous avec vraiment le grand orchestre. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Merci. Bye. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé
À Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 7 juillet, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bonne fête à Alain Laprade. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 7 juillet. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit notre bulletin culturel. Le Festival de la Naudière commence sa deuxième semaine. Écoutons la deuxième partie de l'entrevue que nous a accordé Renaud Loranger, son directeur général. Et on commence à parler encore dans les églises. Et là, grosse semaine dans les églises, évidemment. Les gens sont probablement au courant, mais ça vaut la peine d'en parler un peu encore. Pendant la semaine, on n'est pas ici à l'amphithéâtre. On est un peu partout dans la Naudière. Historiquement, là, ça s'est fait comme ça au festival, dans les belles églises historiques de la région, qui sont toutes sélectionnées finalement pour leur qualité acoustique. Hein. Puis ça, c'est une expérience merveilleuse. On parlait d'Inon Barnatan plus tôt. Là, on va parler de la deuxième semaine avec des grosses pointures, des grands artistes qui vont se produire en église. C'est quand même une expérience très différente de celle d'être à l'amphithéâtre, mais qui est très, très unique aussi. À sa manière d'aller, que ce soit là, cette année à Repentigny, à Saint-Jean-de-Matin, à Saint-Alphonse, à Saint-Ambroise, j'en passe, c'est des meilleurs, dans ces belles églises-là, de s'asseoir. Puis ce sont des endroits, les églises sont petites, hein? Oui. La plupart du temps, on est sur 300, 400 personnes grand maximum, des fois un peu moins. De s'asseoir dans cette intimité-là, puis d'entendre certains des plus grands artistes de la planète, au fond, là, dans un contexte très particulier. Puis ça, je pense que c'est la marque de fabrique du festival aussi, sans formalité, tu sais, sans trop de chichi, sans stress, sans... quand on est à l'amphithéâtre aussi, là, on est confortable, on s'habille comme on veut. Il y a vraiment pas... Les gens disent encore des fois « Ah, mais les concerts classiques, c'est un peu... » C'est guindé. C'est guindé. C'est ça, on avait le même mot, oui. Certainement pas. En tous les cas, pas ici. Pas ici. Puis dans nos églises non plus. Donc, 12 juillet, on retrouve quelqu'un dont on a parlé et qu'on connaît très bien, Charles-Richard Hamelin, notre pianiste lanaudois, j'ai envie de dire, par excellence. Donc, même chose. Charles est un fidèle du festival, mais le festival, lui, est fidèle aussi. C'est une très, très belle relation d'amitié, de collaboration, de collégialité. Donc, Charles est à l'amphithéâtre le 9 juillet, mais il sera aussi en récital, solo, le 12 juillet. C'est à l'église de l'Assomption, donc sur la rivière, là, puis pas très loin de Montréal, dans la belle église de l'Assomption. Donc, pour un récital. Et là, Charles nous propose, j'allais dire évidemment, parce que ça va presque de soi, du Chopin. On se souviendra que Charles a remporté la médaille d'argent au concours Chopin à Varsovie en 2015. Des pièces de Chopin, mais aussi des pièces de Ravel, Maurice Ravel, un grand compositeur français, qu'il commence à interpréter. Donc, tranquillement, ce sont vraiment des ajouts à son répertoire. Et c'est la première fois qu'il va les jouer ici, dans le cadre du festival. Ça, c'est vraiment incontournable aussi, ce récital de Charles-Richard Hamelin, puis la combinaison Chopin-Ravel. Avec Charles, on est souvent, quand on discute des programmes de récital, on est souvent dans cette combinaison-là. On se dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire de Chopin?
Puis avec quoi on pourrait combiner ça? Qu'est-ce qui serait une bonne combinaison? Donc là, Chopin-Ravel, c'est un mariage inusité pour lui, en tout cas. Puis je me réjouis, je pense que tu t'en rends compte. Là. Je me réjouis d'avance de. Non, mais c'est correct, mais c'est bien parce que je trouve qu'on apprend. Tu nous présentes aussi le cheminement. C'est ça qui est important parce que les gens, oui, tu regardes, je vais dire tu regardes le programme, je ne voulais pas dire le line-up. Non. Mais, je veux dire, tu regardes le programme, puis d'où vient cette inspiration-là? Voilà. C'est ça qui est important aussi, parce qu'il y a quelque chose, il y a une réflexion, que ce que je comprends, l'artiste te propose, mais toi, tu jongles avec ça et tu dis, allons-y. Dans le cas de Charles, c'est souvent, il me dit, ah oui, mais peut-être qu'on pourrait faire autre chose que du Chopin. Puis finalement, je dis toujours, oui, mais en même temps, c'est presque incontournable. Ça ne sera peut-être pas incontournable pour nous ensemble, pour toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui encore, dans le cadre du festival, pour lui, ça a un petit côté presque incontournable. Et je suis très heureux, au fond, qu'on ait aussi toute cette deuxième partie Ravel, intégrale du tombeau de Couperin, Pavane pour une infante défunte, etc. Très, très beau morceau de Ravel. Parce que justement, ça élargit un peu le champ d'exploration. Oui, c'est ça. Voilà. La maturité peut-être aussi de l'artiste aussi. Exactement, oui. Puis je pense que ça participe aussi, pour moi, le festival, puis un festival, c'est tout ça. C'est aussi la possibilité pour les artistes d'essayer des choses, de faire des choses qu'ils n'ont pas encore faites ou qui les tentent, mais ils n'ont peut-être pas eu encore l'occasion vraiment de se confronter à certains répertoires. Mais voilà, ça, ils peuvent le faire chez nous. Donc ça, c'est le 12 juillet à l'Assomption. Et là, vraiment, je pense qu'on va de temps fort en temps fort, de point focal en point focal. Mais là, ça, c'est vraiment important. 13 et 14 juillet, intégrale des suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Donc vraiment, les morceaux qui sont parmi les plus beaux jamais écrits. Le premier mouvement de la première suite de Bach, là, tout le monde le connaît. Oui, mais c'est ça, mais c'est des incontournables. C'est des incontournables. Tu l'apprends la musique, tu apprends ça. Et là, encore un projet vraiment festivalier, non pas une suite ou deux ou trois, mais les 6 déclinés sur 2 soirées. Ça ferait beaucoup en une seule soirée aussi pour la violoncelliste. Oui. Donc, c'est les 13 et 14 juillet dans les églises de Saint-Alphonse et de Saint-Sulpice. Donc, on est un peu nord, c'est ça, j'allais dire, nord de la Naudière, sud de la Naudière. J'insiste vraiment là-dessus. Si les gens me disent souvent quel est votre projet, votre programme préféré, j'ai toujours beaucoup de difficultés mais ce que je peux dire, c'est que j'adore aller à l'église de Saint-Alphonse. Oui, c'est ça, oui. J'adore aller à l'église de Saint-Sulpice. Ce sont des beaux endroits. Donc, c'est avec la violoncelliste américaine Alissa Wallerstein, qui est aussi, en fait, pour elle aussi, c'est un retour au festival. Elle aussi, pour la première fois depuis une grosse dizaine d'années, elle fait une carrière absolument extraordinaire partout à travers le monde. C'est une des grandes violoncellistes de la planète en ce moment. Accessoirement, c'est une anecdote, mais on peut le dire parce que ça fait partie, comment dire, de l'aventure. C'est aussi l'épouse de Raphaël Paillari. OK. Donc, ils passent un peu une partie de l'été avec nous, en famille, avec leurs 2 filles. Mais donc, voilà, de pouvoir entendre Alissa Wallerstein, de pouvoir l'entendre dans ce répertoire-là, l'intégrale des suites pour violoncelle de Bach, franchement, ça, c'est vraiment un sommet. 13 et 14 juillet à Saint-Sulpice et à Saint-Alphonse, là, parce qu'on essaie justement aussi de se déplacer, oui, c'est ça, de couvrir un peu le territoire. Ça, c'est vraiment à ne pas manquer. C'est vraiment bien. Et c'est pas nécessairement un marathon, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut, qu'il faut quand même les interpréter, parce qu'on parle vraiment de style de titre, c'est que ça reste du Bach, mais c'est du Bach. Il y a quand même une complexité. On se plonge, marathon un peu quand même. C'est-à-dire qu'on se plonge dans l'intégralité de quelque chose. Puis ça aussi, pour moi, c'est parfaitement en phase avec ce qu'un festival doit être. On propose des choses au public, des choses auxquelles ils n'ont pas nécessairement accès pendant la saison régulière de septembre à mai ou juin. Puis ça, c'est un bon exemple aussi. C'est-à-dire, oui, 2 concerts pour violoncelle seul, mais quelque chose qui, quelque part, est très fondamental, Bach, mais qui sort un peu de l'ordinaire parce que on ne joue pas toutes les suites
une après l'autre en général. C'est quand même une grosse entreprise. Oui, c'est quelque chose. C'est pour ça que c'est sur 2 soirs aussi. Mais ça, vraiment, ça va être là. Écoute, je dis ça, j'en parle, je commence à me dire, mon Dieu, qu'on va donc passer un bel été. C'est ça. Donc, on va avoir passé une très belle semaine. C'est d'accord, on rappelle qu'il y a toujours des billets disponibles. Tout à fait. Quand il fait beau, on peut venir sur le gazon, comme on dit. À l'amphithéâtre, vraiment, c'est tellement agréable, ne pas hésiter. Puis pour les concerts dans les églises, même chose. Tous les détails sont sur le site web du festival, lanaudière.org. Appelez-nous, on est là, puis on va se faire un plaisir de vous guider, de vous conseiller, puis de vous accueillir chez nous cet été. Merci Renaud, on se reparle. Merci beaucoup Daniel. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 juin, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée Mme Louisette Bergeron, épouse de feu Jean-Paul Courchaine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Daniel, elle laisse dans le deuil ses enfants, Jeanne-Paul, Gilles Cardin, Agnès, Jocelyn Carpentier, Monique, Yves Bergeron, Joanne, Michel Cardin, Guy, Claudine Godin, Sylvain, Odette Plante, Linda, Réal-Paul Lardy, ses 18 petits-enfants, Alain et Marilène, Sandra et Yann, Mathieu et Annie, Ève, Hugues, Emmanuel, Christian et Simon, Guillaume, Alexis et Denis, Audrey et Feu Dave, Sébastien et José, ses 15 arrière-petits-enfants, Maxime, Antoine, Jérémy, Thomas, Danica, Angélica, Kaïlani, Oli, Annabelle, Amélia, William, Liliane, Zachary et Sarah. Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère. Gilles Bergeron, Hortense Chevalier, Yvon Bergeron, Denise Laforêt, André Bergeron, feu Denise Robillard, Gustave Bergeron, feu Géralda Chevalier, Laurent Bergeron, Chantal Cardin, Denise Guertin, feu Ange-Émile Bergeron, Marguerite Garceau, feu Régent Bergeron, Aline Bergeron, Marcel Majot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi, le 14 juillet, dès 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Ignace de Loyola à 14h. Madame Bergeron-Courchaine sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Sur ce, la météo. Bienvenue en cette météo. Aujourd'hui, jeudi après-midi, nous avons un temps généralement ensoleillé avec une température de 24 degrés, un temps ressenti de 26 degrés, pas de pluie. Jeudi après-midi, jeudi soir, nous avons un temps ensoleillé avec passage nuageux, une température de 23 degrés, un temps ressenti de 26 degrés. Jeudi nuit, des risques d'orage, d'averse, excusez-moi. Temps ressenti 15 degrés, température de 15. Vendredi matin, là, on a des risques d'averse. Temps ressenti 18 degrés. Température de 18. On a cependant, nous avons une précipitation de pluie de 40%, de moins de 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, possibilité d'orage. Temps ressenti de 28, une température de 24. Précipitation de pluie 40%, de pluie de moins 1 mm. Vendredi soir, c'est un temps ensoleillé. Une température de 24 et un temps ressenti de 26. Voilà, c'était votre météo. À demain. On se revoit. À demain. Au revoir.